Les modes vont et viennent. Des choses qui étaient à la mode il y a 40 ans reviennent au goût actuel. Si le rouge n'est plus tendance remplacé par le bleu, rangé dans les placards le vêtement rouge, il sera bientôt à nouveau à la mode. Cependant, il y a des modes qu'on ne peut pas ranger dans les placards parce qu'ils sont gravés à l'encre indélèble. Je parle de la mode du tatouage. Je ne vais pas ici parler de mon opinion personnelle à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que le tatouage sur un muscle ferme perd toute sa fermeté lorsque la gravité commence à faire son travail au fil des années. Ce qui était un angle du bateau, à la longue, devient un poteau électrique. D'autant plus, le tatouage présente l'inconvénient qu'en étant indélèble, il peut compromettre nos actions d'aujourd'hui dans le futur. Sont célèbres les tatouages d'amour éternel pour Charlotte et on finit pour se marier avec Suzanne. Mais les choses peuvent être encore plus sérieuses si les opinions politiques sont montrées dans les tatouages. En politique comme dans la mode, les choses changent. Les positions que vous défendez aujourd'hui peuvent être reprochées demain. Toute cette réflexion m'amène à penser à un personnage devenu célèbre avec la Révolution française de 1789, au cours de laquelle il a eu de fortes positions républicaines. À tel point que sur l'impulsion de la Révolution et à la chaleur de ces événements, il s'est fait tatouer dans la poitrine l'expression « mort au roi ». Ce que Jean-Baptiste Bernadotte, qui est le nom de notre personnage d'aujourd'hui, ne pouvait même pas imaginer, c'est que le destin le conduirait à être lui-même roi. Certains historiens affirment que cette histoire de tatouage à la poitrine de Bernadotte est une invention. Il convient de dire que le médecin qui a certifié sa mort en 1844 a déclaré qu'un tel tatouage n'existait pas. Ça serait compromettant pour le médecin s'il confirmait l'existence du tatouage qui condamnait les rois à mort après avoir attesté la mort de l'un d'eux. Alors, comment est-il possible que quelqu'un avec des idées républicaines aussi profondes qui l'ont même amené à se faire tatouer une phrase aussi expressive sur sa poitrine se retrouve assis sur un trône royal? Faisons un peu d'histoire. Les origines de Jean-Baptiste Bernadotte n'étaient pas très élevées. Son père était avocat dans sa ville natale de Pau, située dans le sud-ouest de la France, près de la frontière espagnole. Il est né en 1763 et à 17 ans, il était déjà soldat de l'armée de la France monarchique. Ses qualités militaires ont facilité sa promotion, obtenant en quelques années le grade de brigadier. C'est à ce moment qu'il survient la Révolution française. Pendant la Révolution, notre Jean-Baptiste a su rester sur la crête de la vague dans les différentes batailles que la jeune République a dû affronter pour sa survie. Dans le cadre de ces combats, il y a été en contact avec Bonaparte, qui ne se faisait toujours pas appeler Napoléon. Le futur empereur voyait dans le jeune Jean-Baptiste un grand militaire, mais surtout un très bon organisateur. Bernadotte n'a jamais regardé favorablement Napoléon. Il a toujours vu en lui un futur tyran. Il avait même prêté serment de combattre Napoléon s'il se proclamait roi.
En fait, Napoléon ne s'est jamais proclamé roi. Il se proclamait empereur. Ses aspirations étaient supérieures. En parallèle, Jean-Baptiste a épousé une fille prénommée Désirée, fille d'un marchand de soie marseillais. La sœur de Désirée était Julia Cléry, épouse du frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, qui a reçu plus tard le titre de roi d'Espagne. Lorsque Napoléon créa le Premier Empire, il nomma 18 maréchaux. Bernadotte était l'un d'entre eux. Et lorsque Napoléon se déclara roi de Rome, il créa la principauté de Pontecorvo pour Bernadotte. En 1808, il fut nommé gouverneur des villes du nord de l'Europe et dirigea une expédition contre la Suède, dans une invasion infructueuse contre ce pays en raison du manque de logistique. Au cours de cette guerre, les officiers suédois qui avaient été faits prisonniers par les Français ont salué le bon traitement que le maréchal français Bernadotte a donné à ses ennemis emprisonnés et la manière dont il a organisé les choses pour le bien-être des personnes sous sa administration. Pendant ce temps, en Suède, un vieux roi sans descendance, Charles XIII, régnait. La Suède avait récemment perdu la Finlande sous l'impulsion de la Russie. La Suède était un pays en déclin et avait besoin d'un roi fort pour se défendre contre des éventuelles nouvelles invasions russes. C'est le chambellan du roi Charles XIII, qui avait été à un moment donné prisonnier de Bernadotte, qui s'est rendu à Paris pour proposer à Bernadotte qu'il soit nommé prince héritier une fois que le roi Charles XIII l'adopte comme fils. Grande était la surprise de Jean-Baptiste en recevant cette offre. Le choix était le correct. Bernadotte n'était pas de ceux qui obéissaient aveuglément à Napoléon. Le couple Désirée et Jean-Baptiste se rend à Stockholm et quelques jours plus tard, le maréchal d'alors est adopté par les rois en prenant le nom de Charles XIV Jean en sa qualité de prince héritier. Cette nouvelle situation de prince héritier du trône suédois a été prise très au sérieux par notre Jean-Baptiste et ensuite a joint ses troupes suédoises avec les ennemis de Napoléon pour lutter contre son ancien empereur. Charles XIV Jean était un roi très aimé en Suède et en Norvège, car à cette époque, les deux pays étaient unis. C'est lui qui, avec ses idées républicaines, a consolidé l'économie suédoise en renforçant les banques, en organisant les artisans pour développer leurs entreprises, en faisant toutes sortes de travaux sociaux pour ces sujets et en étant l'un des premiers pays au monde à déclarer l'école primaire obligatoire pour tous les enfants du pays. Le roi actuel de Suède, Charles XVI Gustave, et sa fille Victoria, héritière au trône de la Suède, non seulement se reconnaissent héritiers de ce Français de la ville de Pau, mais qui leur rend hommage en visitant régulièrement la résidence où il est né. Donc, la morale de cette histoire est la suivante. La prochaine fois que vous ayez vous faire un tatouage, réfléchissez 2 fois aux conséquences que cela pourrait vous entraîner. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie toujours le temps que vous dédiez à mon travail. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.